Pour qu'on puisse... Un livre de 500 pages en quelques mois. Pourquoi Camus aujourd'hui? Pourquoi Camus est-il aussi important aujourd'hui pour les contemporains? Ce serait long à expliquer. Pour aller vite, je dirais qu'au départ, j'ai voulu restaurer une injustice parce que j'avais quelques amis qui me disaient Camus, philosophe pour classe terminale, philosophe défenseur de l'OAS, de l'Algérie française, des petits blancs, du colonialisme, etc. Je disais, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux, il faut ne jamais avoir lu Camus pour dire une chose pareille. Et en revanche, c'est ce que Sartre a dit de Camus. Et nous vivons toujours sur le logiciel sartrien concernant Camus. Donc on dit plein de sottises sur Camus sans jamais l'avoir lu. Je suis parti pour faire un livre sur la politique de Camus. Donc je fais comme je fais toujours, c'est-à-dire je lis l'œuvre complète, la correspondance complète, les biographies et je croise tout ça. Et j'ai découvert un personnage extraordinaire, de justice, de justesse, de vérité, de fidélité. Donc j'ai écrit ce gros livre dont la thèse est toute simple, ça s'appelle L'ordre libertaire, le titre. C'est-à-dire que pour Camus, le socialisme doit être libertaire, c'est-à-dire pas autoritaire, pas césarien, c'est pas le socialisme des goulags, c'est pas le socialisme de Sartre, mais il y a un autre socialisme, celui de la Commune, celui de Proudhon, celui de cette grande tradition-là, la grande tradition libertaire. C'est mon socialisme, donc j'ai voulu rendre hommage à Camus comme socialiste libertaire. Est-ce qu'il y a encore une place aujourd'hui dans cette société consumistique, pour cet hédonisme libertaire? Il y a toute la place parce que je pense qu'on n'a jamais expérimenté véritablement pas tant l'hédonisme, mais la philosophie libertaire. À chaque fois qu'elle a existé, on l'a décapitée. C'est pas étonnant. Je veux dire, si on est libertaire par définition, on n'est pas autoritaire. On a en face de soi des autoritaires qui, eux, ont décidé d'en finir de manière brutale avec les libertaires. Donc il y a eu une première saignée avec la Commune, il y a une deuxième saignée avec Marx, il y a une troisième saignée avec la Révolution russe en 1917, il y a une saignée avec la Première Guerre mondiale, bien sûr, parce qu'effectivement, on se dit tous ces pacifistes, tous ces anarchistes, etc., bah regardez, là, ils sont en train de faire la guerre dans les tranchées. Donc effectivement, ça n'a jamais vraiment bien marché, sauf quelque temps en 1936 en Espagne, mais le franquisme met fin à tout ça assez rapidement. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse dire, mais on n'a jamais essayé le socialisme libertaire. Alors, le socialisme libertaire, ça va de l'égoïsme d'un Stirner au collectivisme d'un Bakounine, en passant par une formule médiane qui est celle des Kropotkin. Moi, ce que j'aime, c'est Proudhon. Et Proudhon est un personnage qui parle d'anarchie positive. Moi, l'anarchie, c'est pas poser des bombes, c'est pas saccager des banques, c'est pas séquestrer des patrons, ça m'intéresse pas. Je n'aime pas la pulsion de mort, mais j'aime la pulsion de vie. C'est là qu'est l'hédonisme. Et si on veut la pulsion de vie, l'hédonisme et l'anarchie, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui construire l'anarchie? Et Proudhon dit mutualisme, fédération, collectivité et coopérative, enfin tout un tas de trucs très précis, très techniques, et en même temps une banque du peuple, par exemple, une banque populaire, pour prêter au peuple alors qu'on ne leur prête jamais, on ne prête qu'aux riches, on ne prête jamais aux pauvres. Et cette proposition-là, elle fait s'effondrer l'État sur lui-même. Autant l'anarchie communiste ou communisante considère qu'il faut une espèce de dictature du prolétariat, de destruction de l'État, Proudhon il nous dit mais ne donnez plus à l'État, il va s'effondrer de lui-même. Et à ce moment-là, multiplions les petites initiatives qui seront autant d'initiatives libertaires. C'est ce que je propose et ça n'a jamais été... Mais le monde a changé, hein. On n'est plus du temps de Proudhon, on n'est plus du temps de Camus. Aujourd'hui, on a Internet, les choses se globalisent. Vous avez créé il y a 12 ans cette forme d'université populaire. Qu'est-ce que vous en retirez comme réflexion après 12 ans? Quel est le bilan, le bilan à tirer? Oui, le monde a changé, vous avez raison. Oui, ce serait ridicule de dire Proudhon a réponse à tous les problèmes du XXIe siècle, ce serait ridicule. J'ai proposé un concept qu'on connaît bien aux États-Unis mais qu'on ne connaît pas en France, qui s'appelle le post-anarchisme. Je vais faire paraître un livre dans une quinzaine de jours qui s'appelle le post-anarchisme expliqué à ma grand-mère, c'est pour sourire un peu. Mais ce post-anarchisme-là, il dit effectivement, il y a Internet, il y a les réseaux, il y a les communications aujourd'hui qui nous permettent de nous mettre tout de suite en réseau, et on peut repenser la mutualisation, la fédération ou la coopération à partir d'Internet. Donc ça c'est une chose. Je pense qu'on peut aujourd'hui, si on est paysan par exemple, produire, vendre directement aux consommateurs, faire l'économie des distributeurs ou des diffuseurs, et à ce moment-là on fait une vraie révolution politique. On fait une vraie révolution politique. Par ailleurs, l'université populaire c'est une micro-résistance. Ce que je propose en disant voilà, il n'y a pas de fascisme, il n'y a que des micro-fascismes.
Il n'y a pas de pouvoir dans l'absolu, il n'y a que des pouvoirs partout. Si on veut résister à ces pouvoirs un peu partout, il faut créer des contre-feux. Les contre-feux, ce sont les micro-résistances. L'université populaire, c'est une micro-résistance. On résiste à quoi? On résiste à la bêtise. Nietzsche disait que la tâche de la philosophie, c'était de nuire à la bêtise. La bêtise, c'est quoi? La bêtise, c'est le consumérisme, c'est l'hédonisme trivial, c'est le triomphe de l'argent, c'est le triomphe de la vulgarité, c'est le libéralisme qui fait la loi, c'est la pensée bourgeoise. Ce sont toutes ces choses-là. Et si on veut résister à ça, on peut fabriquer des contre-feux. Et les contre-feux, c'est augmenter l'intelligence, augmenter le savoir, augmenter la culture, augmenter la réflexion. C'est un vieux projet de Condorcet, les masses sont libres, mais il faut éclairer les masses pour qu'elles puissent penser librement. Le pouvoir est détenu par la télévision aujourd'hui. Vous n'avez jamais pensé à un concept d'université populaire pour la télévision, comme Rossellini l'a fait de son temps en faisant des films vers la fin de sa vie qui parlaient d'humanisme, de la Renaissance. Oui, qui mettait en scène Saint-Augustin, Platon, Descartes, mais non, moi je ne crois pas vraiment à la télévision aujourd'hui. Je crois que la télévision c'est mort, contrairement à ce qu'on imagine. C'est l'écran qui est vivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des émissions de télévision qui font la loi, ce sont des choses qui circulent sur Internet. Ça peut être des morceaux, des fragments d'émissions de télévision. Mais c'est beaucoup plus explosé que l'époque où il y avait une chaîne, une télévision qui faisait la loi avec un discours unique ou je ne sais quoi. Non, je pense qu'aujourd'hui on peut tenir un discours et sur le mode du rhizome, il circule. Il circule. Pas besoin d'aller à la télévision. J'ai été plusieurs fois approché par la télévision, on m'a proposé beaucoup d'argent pour faire des émissions à la télévision, et j'ai dit mais moi je veux faire ça, et si je fais pas ça, je viens pas. Et comme on m'a dit bah non, il faudrait plutôt ceci, faire cela, à ce moment-là non. Pas de place à la télévision s'il s'agit de faire de la philo sur une minute, avec des concepts, je sais pas quoi, enfin distrayants, amusants, ou ça m'intéresse pas. Non, la télévision n'est pas l'horizon indépassable aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de l'art contemporain en général? C'est donc un art vivant, par définition, c'est qu'il se fait à l'instant, donc on ne peut pas encore faire la séparation entre les croûtes et les chefs-d'œuvre. C'est un petit peu la même chose qu'à l'époque de l'impressionnisme. Rien ne nous permet de savoir ce qui distingue Bouguereau de Monet, par exemple. Aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. Il y a le meilleur et il y a le pire. Donc moi, je défends l'art contemporain dans l'absolu. Donc, il faut le défendre parce que d'abord c'est l'art d'aujourd'hui, il est vivant, il y a plein de choses qui se disent. Maintenant il faut en faire une critique politique aussi. C'est-à-dire il y a des artistes qui sont mis au devant de la scène médiatique de l'art contemporain, et c'est une petite scène, une toute petite scène. Des petites revues avec peu de gens, les collectionneurs, ceux qui connaissent les acheteurs qui connaissent les artistes, qui connaissent les préfaciers, qui connaissent les gens qui font les papiers pour dire que c'est génial, qui connaissent eux-mêmes les curateurs, c'est-à-dire les gens qui font les expositions. Vous avez des gens très riches comme Arnaud par exemple, qui achètent des œuvres et qui savent qu'en les achetant ils augmentent leur cote. Donc évidemment c'est de l'investissement. Quand on dit j'achète Rebérol, j'en achète 10 d'un coup, d'un seul coup on dit ah bon il a acheté 10, Pinault a acheté 10 Rebérol d'un coup, et bien d'un seul coup la cote de Rebérol elle augmente, de sorte que du simple fait d'acheter, il aura gagné de l'argent en achetant, en se servant de l'art contemporain. Donc il y a une partie qui est géniale parce que c'est l'œuvre, c'est l'art vivant, c'est l'art d'aujourd'hui, c'est l'art qui peut être critique, subversif, etc. Puis de l'autre côté, il y a un art de cour, il y a un art dominant, il y a un art qui est celui des, je songe à Buren par exemple, l'art officiel. Buren est un peintre de cour. Et puis il y a plein de petits jeunes qui font plein de trucs dans leur coin avec de petits moyens et qui font des choses extrêmement intéressantes. Rien ne dit que dans un siècle, les grands artistes ne seront pas parmi les anonymes d'aujourd'hui, et les peintres de cour d'aujourd'hui, enfin ce qui correspond aux peintres de cour d'aujourd'hui, auront passé. Donnez-moi un nom d'une œuvre, d'un artiste qui vous a interrogé ces derniers temps. Vous visitez les expos? Pas trop, mais moi j'adore Maurizio Cattelan. Donc j'adore tout son travail, subversif, ironique, drôle, inquiétant aussi en même temps. Et donc il y a quelques œuvres qui sont majeures dans son travail et qui, à mon avis, sont majeures dans les 50 dernières années. La 9e heure, par exemple, avec Jean-Paul II qui est allongé avec une météorite. Il y a un petit Adolf Hitler à genoux en train de prier, une œuvre terrible aussi. C'est quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail. Le rôle de l'art. J'étais à Montréal la semaine dernière, par exemple, et il y avait un très beau cheval de Xavier Veillant. Et je trouve toujours très intéressant l'espèce de travail d'origami de Xavier Veillant qui révolutionne la sculpture à sa manière. Il y a eu une époque où, via Brancusi, on est arrivé à une espèce d'épure totale, où avec
évidemment, qui plus est Fontaine de Duchamp. Et là, d'un seul coup, on revient au sujet, mais on y revient d'une manière particulière. Le pli, le pliage, l'origami. Donc j'ai vu ce cheval, grandeur nature, à Montréal, et une belle émotion. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une place à prendre au niveau de l'université populaire de l'art? Est-ce qu'aujourd'hui l'art est diffusé dans les grandes revues internationales, il est quadrillé par le luxe? Est-ce qu'il n'y a pas une place à prendre à ce niveau-là? C'est ce qu'on fait à Caen. Françoise Nier, qui est une vieille amie, non pas parce qu'elle est vieille, mais parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, qui enseigne l'art contemporain dans un séminaire à l'Université populaire de Caen et qui fait un travail de pédagogie loin des médias, loin de la presse, mais qui fait patiemment ce travail-là et qui fait découvrir l'art contemporain. C'est un langage. Si on n'est pas initié à ce langage-là, on ne peut pas le parler. Ok, ben on va finir abruptement. La montée des nationalismes un peu partout en Europe, ça vous fait peur aujourd'hui? Je ne pense pas que le problème soit dans la montée des nationalismes. Je pense qu'ils sont plutôt les problèmes dans la montée des intégrismes. Et à l'heure qu'il est, quand un mauvais film est capable d'embraser je ne sais combien de pays sur la planète, quand on imagine que peut-être Israël va bombarder l'Iran, je pense que l'idée de vouloir être kosovar ou d'être serbe plutôt que bosniaque, c'est pas vraiment la priorité des priorités cette fois-ci. Ok. Le dernier mot avec Camus, pour la route, la citation que vous faites vôtre d'Albert Camus. Il y a dans le livre inachevé qui s'appelle Le Premier Homme, une phrase que Camus emprunte à son père, et il dit « Un homme, ça s'empêche ».